La méditation au temps du corona, bon, c'est une période de vulnérabilité propre. On est plus vulnérable que d'habitude. Les gens autour de nous sont aussi plus vulnérables que d'habitude. Et je voulais juste explorer un peu cette vulnérabilité-là, avant de parler de ce que la méditation peut nous apporter. Il y a une manifestation très concrète de la vulnérabilité, c'est qu'il y a des gens qui sont morts. Et que je ne veux pas faire un sondage à main levée, mais vous pouvez simplement vous demander si vous connaissez quelqu'un de près ou de loin qui est décédé cette année ou l'année passée du coronavirus. Et je pense qu'on est un certain nombre qui sommes dans ce cas-là. Donc ça, c'est quelque chose de très réel dans la vulnérabilité qu'une période comme celle-ci nous apporte. La vulnérabilité des autres. Et évidemment, il y a ceux qui sont pas morts, mais qui ont vécu des formes graves de la maladie. Et ça aussi, ça contribue, même quand on n'est pas directement concerné, à ce qu'on se sente plus vulnérable. Là, par contre, je peux vous poser la question, qui, à un moment ou à un autre de cette dernière année, s'est senti inquiet en lien avec sa santé ou celle de ses proches? Levez la main, si c'est votre cas. Voilà. C'est quasi une question absurde à poser, mais ça fait partie de ce qui nous fait nous sentir vulnérables, c'est qu'on s'inquiète. Et je continue de m'inquiéter, j'ai toujours des proches vulnérables, je pense vous aussi. Donc c'est quelque chose où au début on peut se dire qu'on va s'inquiéter pendant quelques mois ou pendant quelques semaines, et puis maintenant ça fait une année, donc c'est long. On peut aussi s'inquiéter pour des raisons économiques de plus en plus, là aussi soi-même ou les gens qu'on connaît ou les membres de notre famille, qui s'inquiètent pour ces raisons-là, pour soi-même ou pour autrui. Okay. Il y a une autre conséquence qui est indirecte de cette crise du corona, c'est que les relations sont pas du tout les mêmes que d'habitude, et là aussi ça fait un moment que ça dure. Donc il y a des personnes qu'on peut moins voir, qu'on ne peut plus voir ou qu'on peut voir conditionnellement. Il y a des activités qui nous rapprochaient des autres auxquelles on a dû renoncer. Je sais de quoi je parle. Les cours en présentiel me manquent, entre autres. Les cafés aussi. Et les gens que j'y voyais. Ça, c'est des éléments qui nous font nous sentir vulnérables. Et puis après, alors c'est peut-être moins immédiat, mais moi je réalise que ça occupe quand même un petit espace aussi pour moi. On vit une époque, je pense que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on se retrouve, en tout cas en Suisse, dans une situation qui se rapproche de celle d'un pays qui est face à une crise, y compris en situation de guerre, pas une vraie guerre, mais quand un pays craint pour sa sécurité nationale et que du coup, des mesures sont prises et qu'il y a cet équilibre très délicat à trouver entre les libertés individuelles et l'intérêt supérieur de la nation et de ses membres. Et en temps de guerre, il y a ces questions de couvre-feu, de limitation des mouvements des personnes, de fermeture des frontières, et qu'est-ce qu'il est raisonnable de prendre comme mesure. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aussi. Il y a cet arbitrage entre le respect des libertés individuelles et la préservation de l'intérêt supérieur, les vies humaines, l'intérêt national, etc. Et c'est très particulier que l'arbitre de cet équilibre-là, ce soit la science. C'est censé être la science. Et la science, elle n'est pas équipée très bien pour arbitrer ce genre de questions-là. Donc je réalise avec le temps aussi que ça contribue au trouble ou à l'instabilité qui est liée à cette période pour moi. Une forme d'insécurité par rapport à ça aussi.
c'est anxiogène aussi. Bon, je ne vous ai rien appris, mais je voulais juste poser parce que euh, j'ai tendance je suis une de ces personnes qui se répètent régulièrement que tout va bien, mais en même temps, on traverse une période qui est pas du tout anodine et qui ne peut pas ne pas avoir un impact sur nous. C'est une période dans laquelle on a forcément été amené à prendre soin des autres, euh, à se préoccuper du bien-être des autres. Et dans les périodes comme celle-ci, où on est amené à prendre soin des autres, il y a toujours ces merveilleuses instructions qu'on trouve dans les avions, quand il y a les instructions en cas d'atterrissage d'urgence, où il est toujours écrit qu'il faut commencer par prendre le masque et le mettre sur vous. Et après, vous vous occupez de le mettre sur les personnes vulnérables autour de vous. Et il y a une vieille histoire bouddhiste qui dit exactement la même chose, où des acrobates, une petite fille et son grand-père acrobate étaient venus voir le Bouddha pour trancher, parce qu'ils avaient un débat entre eux. Le grand-père disait que le meilleur moyen qu'on soit tous les deux en sécurité quand on fait notre numéro d'acrobate, c'est que toi, tu t'occupes de moi et moi, je m'occupe de toi. Et la petite fille, elle disait non, moi, je pense qu'en fait, il faut que moi, je m'occupe de moi, que lui, il s'occupe de lui, que c'est comme ça qu'on sera les plus en sécurité. Et le Bouddha avait résolument tranché en faveur de la petite fille en disant tu es jeune, et malgré ton jeune âge, tu as déjà une grande sagesse parce que c'est en t'occupant de toi que ton grand-père sera le plus en sécurité, que tu t'occuperas le mieux de sa sécurité à lui. Et il y a cette idée importante de commencer par prendre soin de soi si on veut espérer être en mesure de prendre soin des autres, de ne jamais s'oublier dans ces moments-là. Donc la première chose, la première prescription méditative logique, c'est de se préserver des espaces où on peut se ressourcer, où on peut fabriquer du calme, où on peut fabriquer de la tranquillité, des moments où il n'y a pas les pensées qui sont là d'habitude. Alors la méditation, et notamment la méditation centrée sur la respiration, est parfaite pour ça. Depuis toujours, c'est une méditation qu'on utilise pour se fabriquer du calme, et on le fabrique vraiment instant après instant. On a cette inspiration où on n'a pensé à rien d'autre qu'à l'inspiration. On a cette expiration où on n'a pensé à rien d'autre qu'à l'expiration. On a ce temps de transition. Et on avance instant par instant pour se fabriquer des moments où il n'y a que la conscience du corps. Et ces moments s'accumulent. À la fin d'une période de méditation, même si on a beaucoup perdu le fil de la respiration, on aura quand même passé un certain nombre de respirations à n'être qu'avec la respiration. Et ça compte. Il faut compter quand on se sent confus, perdu, quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver cette stabilité. Il faut compter qu'on n'a pas conscience du nombre de moments de pleine conscience qu'on accumule. On a conscience du nombre de fois où on a pensé à autre chose. Et les moments s'accumulent et ça finit par faire beaucoup. Et ça, c'est un moyen d'éviter de se projeter dans le futur incertain avec toutes ces incertitudes qui ont tendance à nous projeter dans le futur. Il n'y a pas que la méditation. J'aimerais rappeler, j'ai pas d'action dans la méditation. La marche, le sport, la lecture, la cuisine, le bricolage, le chant, tout ce qui nous ramène à l'instant présent et tout ce qui occupe l'esprit avec autre chose que ces pensées qui ne nous font pas du bien liées à la période qu'on traverse, ça jouera le même rôle pour nous. Une deuxième prescription méditative, ce serait de prendre soin de son biotope émotionnel, de cultiver les états d'esprit qui nous font du bien, de les arroser, de leur donner de l'espace. Alors il y en a plein dans les traditions méditatives, la bienveillance, la compassion, la joie empathique, le contentement, la gratitude. Dans la période qu'on vit maintenant, un état d'esprit qui est particulièrement adéquat, c'est la compassion. La bienveillance aussi, hein, mais la compassion, c'est
C'est cet état d'esprit dans lequel empathiquement on a conscience de la détresse ou de la souffrance de quelqu'un d'autre ou de soi-même, et on, on a cet élan, ce souhait sincère, cette intention que ça s'arrange pour nous ou pour l'autre. Et sur papier, la compassion, c'est un état d'esprit parfait euh, en ce moment, et très, 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 très utile et important. Parce que ça nous permet d'être connectés à la détresse, mais d'une façon qui ne nous nuise pas à nous, justement, qui ne nous épuise pas non plus. Parce que les alternatives à la compassion, quand on est face à la souffrance de quelqu'un d'autre, c'est la tristesse, c'est éventuellement la culpabilité, la colère, et parfois aussi l'indifférence, qui est une option par défaut qu'on choisit plus souvent que ce qu'on pense, et même inconsciemment, simplement parce qu'on se protège on se protège de cette empathie qui est prenante, qui est émouvante, euh, en prenant la direction de l'indifférence pour ne pas se laisser emporter dans la tristesse ou dans quelque chose qui nous ferait pas du bien. Et je dis que sur papier, c'est un état d'esprit qui est fantastique, parce qu'en pratique, il faut quand même être prudent. Avec la compassion, j'ai parfois regretté d'avoir proposé des exercices de compassion, parce qu'on peut être submergé si on pense à quelqu'un qui est dans une situation difficile, et du coup, prendre la direction justement de la tristesse ou de la détresse ou de l'impuissance, et rater le fil, le train de la compassion. Donc il faut éviter, quand on choisit de faire une méditation de compassion ou d'avoir juste un moment compassionnel, il faut éviter d'avoir les yeux empathiques plus gros que le ventre compassionnel. Voilà. Et je vous propose juste d'avoir un tout petit moment de compassion pour quelqu'un, avec à l'esprit de ne pas choisir quelque chose qui vous submergerait, de faire un choix raisonnable pour un tout petit moment de compassion. Juste pour se familiariser avec ce que c'est que cet état d'esprit-là. Une autre chose pour la compassion, avant qu'on pratique, on formule évidemment une phrase de compassion comme on formule une phrase de bienveillance. Et pour que notre compassion aille quelque part, on va formuler quelque chose, j'allais dire de réaliste. C'est pas du réalisme dont il s'agit, mais pour vous donner un exemple, si vous aviez de la compassion pour ma calvitie, pour mon statut de chauve qui souffre de sa calvitie, la phrase de compassion adéquate ne serait pas « puissent les cheveux repousser sur son crâne », parce que ça va pas arriver. Donc, vous n'aurez pas vraiment l'impression de penser à moi de façon compassionnelle en disant ça. Donc, c'est plutôt « puisse-t-il, par exemple, accepter son corps tel qu'il est ?» ou et déjà, j'aime pas la formulation « puisse-t-il », donc je préférerais « je lui souhaite ». Mais voilà. Quelque chose qui correspond à un processus qui peut effectivement se produire. Et pas de la science-fiction. Et j'adore être chauve, par ailleurs. Mais là n'est pas la question. Donc, un moment de compassion, et pour ça, on prend une position confortable qui peut être plus ou moins méditative. Il faut surtout qu'elle soit confortable, en fait. Et on évoque une personne qui rencontre des difficultés, une personne pour laquelle on ressent cet élan empathique quand on pense à elle ou à ce qu'elle est en train de vivre. Et quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant un peu de place,
en la laissant occuper de l'espace en imagination, la laissant être présente. Et en étant à l'écoute de cet élan, ce mouvement empathique, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à cette personne? Avec cette dimension de compassion, lui souhaiter que quelque chose s'arrange. Ça peut être de lui souhaiter qu'elle vive mieux, qu'elle vive le mieux possible ce qu'elle traverse, qu'elle trouve de la stabilité dans cette tempête. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui souhaiter en formulant votre intention? Quand vous avez formulé une intention, en l'adressant à cette personne intérieurement, en la répétant, à un rythme qui soit naturel pour vous, c'est l'intention qui compte plus que les mots. Et en laissant cette intention s'exprimer intérieurement, silencieusement, d'une manière ou d'une autre, un ressenti, une attitude silencieuse, comment cette compassion peut-elle s'exprimer? C'était court. Pour qui est-ce que la compassion en tant qu'état, sans les mots, était quelque chose que vous avez pu observer, qui était présent d'une manière ou d'une autre dans le silence pour vous? Ok. Alors, je trouve que le grand avantage de cet état d'esprit de compassion, c'est que ça nous donne vraiment un canal dans lequel quelque chose qui peut être difficile, on peut lui donner une direction qui ne va pas nous faire de mal, en fait. Même si ça peut être émouvant parce que la détresse des gens, surtout si on les aime, elle est émouvante. C'est normal qu'elle le soit, mais ça nous emmène dans la direction déjà de simplement leur souhaiter quelque chose de bien plutôt que de s'inquiéter ou de se lamenter. Et puis, il n'y a pas d'état d'esprit qui va davantage nous amener à faire des choses concrètes que celui-là. C'est un précurseur à l'action. Quand on est en train de souhaiter que ça s'arrange, on est juste
l'étape d'avant, qu'est-ce que moi je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire si pour peu que je puisse faire quelque chose? Et si on peut rien faire, ben il nous reste euh, la possibilité d'avoir cette intention-là et de la formuler. Et c'est mieux que rien, en fait. C'est mieux de faire quelque chose quand on peut faire quelque chose, mais quand on ne peut rien faire, c'est un état d'esprit qui est déjà quelque chose. C'est une intention. Un autre état d'esprit que je trouve adéquat dans cette période-là, c'est la gratitude, parce que on se retrouve aussi à dépendre de gens plus que d'habitude pour certaines personnes. On a aussi tous dépendu beaucoup du personnel soignant, et il y a eu cette période au printemps où on les applaudissait sur les balcons. Donc c'est aussi une gratitude pour ces personnes-là, et aussi pour des proches. C'est aussi un état d'esprit qui, quelle que soit la situation qu'on traverse, va nous faire du bien, et qu'il est toujours possible d'avoir, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons d'éprouver de la gratitude pour quelqu'un, que ce soit dans notre présent, dans notre passé, quelqu'un de proche, de moins proche, le livreur du supermarché au plus fort de la fermeture des magasins, qui dépose les fruits et légumes bio sur mon palier, euh, ou un proche qui nous rend service, ou une personne loin dans le passé, mais ça nous fera du bien de repenser à cette personne-là. Donc un tout petit moment de gratitude, et sentez-vous libre de rechercher la facilité. Je sais qu'il y a des personnes que j'ai toujours envie de remercier, de re-remercier, ou d'être plus original. Qui est-ce que vous auriez envie de remercier ce soir? Personne de votre présent, de votre passé, une personne connue ou pas si connue que ça. Donnant un peu d'espace à la personne que vous avez choisie. Et en appréciant sa présence, en formulant vos remerciements et en les lui adressant intérieurement. Merci pourquoi. En laissant cette gratitude s'exprimer intérieurement, silencieusement. En appréciant ce que c'est que cet état d'esprit-là pour vous.
Oh, même question, j'aime bien la reposer. Pour qui est-ce que cet état de gratitude se manifeste concrètement dans le silence, d'une manière ou d'une autre? Un ressenti ou quelque chose qui est là? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un état d'esprit qui peut difficilement nous faire du mal, la gratitude? Là, là aussi, bien sûr, moi je pense souvent à ma grand-mère maternelle et je sais que je pourrais tomber dans la tristesse parce que c'est juste à côté de la gratitude, parce que ça fait longtemps qu'elle est plus là. Euh, ou, ou dans la culpabilité, parce que quand on pense à ce qu'on a reçu, on peut très vite penser à ce qu'on aurait pu donner, ce qu'on n'a pas donné, euh, et y compris pour les personnes qui sont vivantes d'ailleurs. Mais je trouve que c'est pas trop difficile de garder le cap de la gratitude parce que ça, c'est une émotion noble et elle s'impose par rapport aux alternatives qui pourraient bondir dessus. Je me rends bien compte que c'est aussi une meilleure façon de rendre hommage à ma grand-mère que de la remercier plutôt que de m'en vouloir de ce que j'aurais pu faire mieux ou différemment avec elle. Et je pense que c'est vrai pour les, les relations présentes aussi. C'est une belle manière de les entretenir intérieurement que cet état d'esprit de gratitude et la bienveillance évidemment aussi. Pour la compassion, c'est la même chose. On sait que quand on pratique la compassion, on fait de l'équilibrisme avec une corde plus ou moins large et qu'on pourrait glisser vers la tristesse ou glisser vers d'autres choses. Et tout le travail en douceur de ces méditations-là, c'est de garder ce cap. Garder le cap de l'émotion qui va nous faire le plus de bien et qui permet le mieux de répondre euh, à la présence de cette personne dans notre esprit à ce moment-là. La dernière prescription méditative au temps du corona, c'est évidemment de cultiver une relation équilibrée à nos émotions, à l'anxiété, à la peur, à la colère, à la solitude. Et je ne veux pas trop revenir dans le détail parce que c'est un sujet que j'ai déjà tellement souvent abordé dans le cours, dans les soirées pour anciens participants. Juste quelques rappels, peut-être formulés différemment. Par rapport aux émotions et aux ruminations qui accompagnent les émotions difficiles, notre but n'est pas de ne pas avoir de pensées et d'émotions idiotes et débiles qui ne nous aident pas. Notre but est d'avoir des pensées et des émotions idiotes et débiles qui ne nous aident pas en pleine conscience. Et c'est important parce que, comme le disait Lama Trungpa, le chemin méditatif est en fait une insulte après l'autre, une gifle après l'autre. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'être vexé par à quel point le contenu de notre esprit n'est pas conforme à notre vision idéale. Et notre vie émotionnelle n'est pas celle qu'on aimerait être souvent. Donc, le but n'est pas de se débarrasser de l'anxiété qui n'a pas de fondement, mais de la vivre en pleine conscience. Et c'est quelque chose qu'on oublie tellement souvent qu'il faut se le répéter régulièrement aussi. Et pour simplifier tout ce qu'on peut évoquer avec les flèches, la vision du stress et les émotions difficiles qu'on a en pleine conscience, peut-être une façon plus simple de l'aborder. Les émotions nous font le plus souffrir quand on perd de vue ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire, et pour ça les bouddhistes ont trouvé des résumés très, très clairs, c'est-à-dire qu'elles sont, petit 1, impermanentes, et petit 2, qu'elles ne sont pas qui nous sommes, qu'elles ne font pas partie de notre identité. Et on souffre vraiment de la présence des émotions difficiles quand on oublie ces deux choses, c'est-à-dire quand on les vit comme étant permanentes ou en tout cas pas impermanentes, et quand on les vit comme faisant partie de nous, comme étant à l'intérieur de nous, comme nous définissant euh, en tant que personne, comme affectant vraiment notre identité, notre intégrité.
Donc, la pleine conscience, dans cette situation-là, c'est un travail d'alchimie. On prend l'émotion, on prend le plomb de l'émotion, et puis on le transforme, ce plomb qui est permanent, qui est lourd, qui fait partie de nous, on le transforme en quelque chose qui va changer, puis passer, et qui ne nous définit pas en tant que personne. Donc, on prend du permanent, en l'observant, on le transforme en impermanent, et on nous présente quelque chose qui fait partie de nous, et en l'observant, on le transforme en quelque chose qui traverse simplement notre expérience, et qui n'est pas une partie solide de qui nous sommes. Et quand on révèle, en l'observant en pleine conscience, la vraie nature d'une émotion difficile, on lui enlève ses dents. Elle est toujours ce qu'elle est, l'anxiété reste de l'anxiété, la tristesse reste de la tristesse, mais sa capacité à nous mordre, à nous blesser, à ce qu'on rumine autour de sa présence, diminue ou disparaît. Techniquement, ça consiste toujours à faire deux choses sur papier, encore une fois très simples. On donne un nom à l'émotion, on commence par se dire « Ah, c'est ça !» pour éviter de la confondre avec nous, pour réaffirmer qu'on est cette personne capable d'observer ce qui se passe et de donner un nom à ce qui se passe. Donc on dit « Ok, anxiété ». Et on abandonne l'histoire qui va avec l'émotion et on se concentre sur le ressenti physique. Et la magie, quand on commence à observer une émotion uniquement au travers de ce qu'elle manifeste dans notre corps, c'est qu'on est tout à coup dans l'instant présent et qu'on est en contact avec ce qui change, parce que les sensations, elles changent. Au rythme de la respiration, ce ne sera pas la même sensation d'une respiration à l'autre ou d'un instant à l'autre. Et quand on suit la vague émotionnelle au travers du corps, on réalise qu'elle est montée, qu'elle se module un peu, et qu'à un moment, elle va passer. Et on rétablit la conscience de cette impermanence. Donc, les instructions sont simples. Ce qui est difficile, c'est de les appliquer quand on en a besoin, quand on est dans cet état de détresse qui nous ôte un peu nos moyens. Et c'est aussi pour ça que la pratique méditative est tellement utile pour ça, parce que ça entretient notre muscle qui nous permet de faire appel à cette capacité d'observation des émotions difficiles quand on en a besoin. Et ce travail d'alchimie, il va aussi révéler, et c'est très joli parce que c'est indirect, en nous mettant à observer ce qui nous arrive comme étant impermanent, on révèle qu'il y a quelque chose en nous qui l'observe qui est permanent, en fait, qui est stable. C'est cette capacité d'observation, cette présence observatrice, elle est stable. Et en observant une émotion comme ne faisant pas partie de nous, mais comme étant juste un phénomène qui traverse notre expérience, on révèle qu'il y a quelque chose en nous qui peut-être ferait un petit peu plus partie de nous, et serait un peu plus proche de notre intégrité et de notre essence. Comme une petite présence observatrice intérieure qui est toujours là. Elle est là quoi qu'on traverse. Et je vous propose un tout petit exercice. Je n'ai pas envie en fin de causerie de nous faire un exercice de se replonger dans une situation stressante. C'est pas le bon moment de la journée pour ça. Mais juste en fermant les yeux, de vous demander quelle est l'émotion désagréable la plus présente en ce moment, celle qui occupe le plus vos ruminations, celle qui prend le plus de place. Anxiété, tristesse, colère, solitude, culpabilité, honte. Et avec cette émotion, de faire simplement ces deux choses. Vous l'évoquez, vous évoquez
les moments où elle est présente. Et intérieurement, avec une voix posée, vous la nommez. Et quand vous l'avez nommée, vous la nommez une deuxième fois, mais cette fois-ci, en la nommant, vous prenez conscience de cette capacité à la nommer, qui n'est pas l'émotion, de cette présence observatrice qui se manifeste au moment où vous nommez quelque chose. Et avec curiosité, vous pouvez interroger le corps et cette émotion, peut-être en évoquant encore une fois le souvenir des moments où elle se manifeste pour vous. Cette émotion, elle est où? Et elle se manifeste avec quelle sensation dans le corps? Et là où vous la sentez, les sensations qui se manifestent pour vous, vous les observez, vous pouvez respirer doucement en prenant conscience de ces sensations-là, de cet endroit-là peut-être. En observant comment, dans cette partie du corps, les sensations changent au rythme de la respiration. Elles sont différentes à l'inspiration, à l'expiration. Observant ce qui change. Et pendant quelques instants, même si c'est peut-être un peu abstrait, prenons conscience de ce que c'est que cette capacité en vous de nommer ce qui vous arrive et d'observer les sensations. Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment ça se manifeste, cette présence méditative-là? Où est-ce que vous la sentez? Comment est-ce que vous la sentez? Et je sais que c'est un peu, peut-être un peu abstrait, cette dernière question que je vous ai posée, mais parfois ça aide d'avoir quelque chose qu'on associe à cette capacité d'observation. Et de la même manière qu'il y a des gens qui prennent des positions, des espèces de power moves comme ça, qui se mettent dans une certaine position parce que ça évoquera pour eux une attitude qu'ils auront besoin d'avoir pour un entretien d'embauche ou pour quelque chose de difficile. Parfois, de se rappeler que pour nous, on associe un petit peu cette capacité à observer à quelque chose dans le corps, à une sensation ou à quelque chose qu'on fait quand on se met dans cet état-là, ça nous aide à le mobiliser plus facilement. Moi, je sais par exemple, et c'est super subjectif, que souvent pour moi, si je vis une vague émotionnelle désagréable, que je réalise que je suis en train de partir dans une rumination et que j'aimerais m'en extraire, je vais prendre conscience du corps entier, comme si je voulais établir, voilà où ça se passe. C'est dans mon corps que ça se passe. C'est pas dans le futur, dans le passé, dans les ruminations lointaines qui m'emmènent très loin. Et en prenant conscience du corps, c'est comme si je me rappelais que je pouvais observer tout ça, que c'était possible pour moi de le faire. Et après, parfois, il y a un petit peu, je dois dire, à ma grande honte, une mobilisation du visage et des yeux, comme si je voulais observer avec mes yeux, regarder ces sensations. Donc c'est quand même, j'associe quand même un petit peu ma tête à ma capacité d'observation, et les bouddhistes diraient que c'est pas ça du tout. Mais voilà, c'est une habitude prise, évidemment, de passer par les yeux et par la tête comme lieu, comme perchoir, comme observatoire à partir duquel on peut observer les choses. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Donc vous pouvez simplement vous poser la question parce que peut-être que ça vous aide, même si en effet notre capacité d'observation, elle n'est nulle part.
Mais d'avoir cette espèce de point de repère ou d'habitude de dire comment est-ce que je peux me rappeler que c'est possible, que j'ai cette capacité-là. Et parfois, il y a un petit quelque chose que vous pourrez faire pour le rendre présent plus rapidement. Les émotions, quoi qu'on fasse, elles finiront par prendre une place plus juste, mais elles seront toujours là. Et le but n'est pas de devenir parfait. Comme disait Elisabeth Kubler-Ross, I'm not okay, you're not okay, and it's okay. Voilà, je sais pas. Je voulais la citer une fois. On cherche pas à être parfait et débarrassé de ce qui nous pose problème, juste à souffler sur cette braise, sur cette petite flamme de présence méditative intérieure qui va nous révéler l'impermanence et la désidentification de ce qui nous envahit parfois. Alors, je vous propose 1 minute de bienveillance. Vraiment très court parce qu'il est tard pour un horaire de méditant. Il y en a parmi vous qui se sont peut-être bravement levés très tôt ce matin pour la première méditation silencieuse du matin. Donc, il est tard pour ces personnes-là. Et pour la bienveillance, on va essayer quelque chose d'un peu différent. On va travailler sans les mots, mais avec la possibilité de les appeler, de les mobiliser si on en a besoin. En prenant conscience des sensations, prenant conscience du corps entier. Et pendant quelques instants, en transformant chaque expiration en une intention bienveillante, formulée sans aucun mot, mais une intention bienveillante que vous vous adressez à vous-même. Donc, à chaque fois qu'une expiration se produit, elle s'accompagne pour vous d'une intention bienveillante pour vous, pour vous-même. En évoquant les personnes autour de vous, les personnes qui ont médité avec vous aujourd'hui ou les personnes physiquement autour de vous en ce moment, en invitant dans l'espace de votre bienveillance toutes ces personnes. Et pour elles aussi, avec chaque expiration, en leur adressant silencieusement une intention bienveillante. C'est une alternative à la méditation de bienveillance pour les gens paresseux qui n'ont pas envie de parler intérieurement. Vous pouvez simplement
Expirez avec bienveillance. La loi du moindre effort peut s'appliquer aussi à la méditation de bienveillance. Hein. Si ça marche, si ça peut porter cette intention, on peut le faire. Très bien. Si certaines personnes souhaitaient rester pour poser une question ou une autre, elles peuvent le faire. Vous pouvez aussi m'écrire des mails si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ce soir ou si vous avez aussi des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde demain soir. Une toute petite causerie qui aura lieu un peu plus tôt, dimanche soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je me réjouis de revoir celles et ceux que je reverrai demain. À bientôt.